n'y a pas d'espoir dans un génocide. Rien de bon ne peut en jaillir. La terreur mise en place au lendemain du génocide serait restée bien vaine si elle ne s'était accompagnée d'un processus de réconciliation aussi inédit que monumental, tant le nombre de personnes impliquées échappe au pouvoir de l'imagination. Je ne pense pas que la peine de mort soit une solution. On a perdu tant de gens, plus d'1 million de personnes. Je ne pense pas que tuer ceux qui ont tant tué nous apportera la solution. Vraiment, on tuerait jusqu'à l'épuisement, même dans la légalité. On les condamnerait à la peine de mort, mais on ne pourrait pas l'appliquer. Donc pourquoi l'avoir? Chaque Rwandais, s'il était Hutu, si même il n'avait pas commis le génocide, mais il avait parmi les cousins et les autres des gens qui ont commis le génocide. S'il était Tutsi, c'était la même chose. Même s'il n'était pas victime du génocide, s'il venait de l'extérieur, par exemple, il avait des cousins, des cousines qui avaient été péris, qui avaient péri dans le génocide. Donc le génocide même avait vraiment touché chaque Rwandais. Tito Rutaremara est à l'œuvre pour lancer ce qui va s'avérer être le plus grand procès de l'histoire, les tribunaux Gacaca. Près de 2 millions de personnes sont jugées, la moitié condamnées par des juges citoyens. Le principe, ni impunité, ni vengeance. Les condamnés reconnus coupables d'actes de génocide, mais comme simples exécutants, écopent d'une peine d'environ 7 ans. C'était une vraie justice, car dans un génocide, il y a ceux qui sont les cerveaux, qui l'ont planifié et se sont assurés d'entraîner les autres avec eux. Puis, il y a un autre niveau, les gens qui ont été amenés à le faire et l'ont fait. Même dans les cas les moins graves, les gens doivent rendre des comptes, mais à la hauteur de leur niveau de responsabilité. noneho ejo akazarenza umunsi ubwo amagambo nayo mbega nta n'ikindi nongera kuvuga. Je peux comprendre que les victimes disent « Vous ne faites pas assez pour moi. En termes de justice, vous n'en faites pas assez. Comment est-ce possible que ceux qui ont tué ma famille, je les vois vivants devant moi ?» J'ai de la sympathie pour ça, je le comprends parfaitement. Ce que nous faisons engage notre avenir à tous, car nous devons avoir un avenir. Malgré les critiques et les règlements de compte, Gacaca permet d'écrire l'histoire du génocide, colline par colline, famille par famille. Il n'y a pas de pardon possible pour les rescapés, et pas de demande de pardon non plus de la part des bourreaux. Parallèlement, les Inkotani réintègrent une partie des anciennes forces d'Abiyarimana dans les rangs d'une nouvelle armée nationale. En 2003, la reddition du général Paul Roi-Rakabije marque un tournant décisif et irréversible. Le général Kabarebe, qui était chef d'état-major général des forces, eh bien, on s'est entretenu. Eh bien, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, lorsque il y a des affrontements, nous affrontons. Nous sommes les Rwandais, ce sont les Rwandais qui meurent. Quel est notre intérêt? Il m'a expliqué la situation telle qu'elle était. Je posais des questions. Je disais, vous faites ceci, vous faites cela. Il expliquait les moments en détail. Pour les instigateurs du génocide, l'avenir apparaît de manière moins clémente.
Exilés dans de nombreux pays à travers le monde, la plupart finissent par être attrapés puis jugés, tel le colonel Théoneste Bagosora et l'ancien Premier ministre Jean Kambanda. Les idéologues extrémistes hutus ne sont qu'une minorité. Dès novembre 1994, s'ouvre à Arusha, en Tanzanie, le tribunal pénal international pour le Rwanda. 86 cerveaux du génocide arrêtés, 70 condamnés, la plupart à perpétuité. Monsieur Jean Kambanda, plaidez-vous coupable ou non coupable? Je plaide coupable. La France, de son côté, mise en cause dans son rôle auprès des génocidaires, lance une enquête à charge contre Kagame. À la manœuvre, le juge Bruguière. Le juge Bruguière s'est fait une réputation sur l'antiterrorisme. C'est un magistrat qui a toujours travaillé pour les intérêts de l'État français. Il va chercher à accréditer une hypothèse. Il ne va travailler que dans ce sens-là. Il va publier un rapport d'instruction qui est, lorsqu'on le lit, c'est simplement hallucinant. Je l'ai lu, c'est digne, comment dire, d'un médiocre élève de troisième. Il n'y a rien dedans. Il va incriminer un certain nombre de responsables de Kigali, et donc il va provoquer une crise entre la France et le Rwanda. Et cette crise, de fait, arrange beaucoup de gens. Parce que les génocidaires ont été soutenus par le gouvernement français militairement, et c'est une façon de se décharger de cette histoire. Et ça signifie quoi? Que deux grands pays démocratiques d'Europe vont jusqu'à instrumentaliser leur justice, à la ridiculiser même, tu vois, comme si c'était des républiques bananières ou betteravières, je sais pas comment dire, tu vois. Et c'est ça que ça signifie. Pour rendre les victimes d'un génocide responsables de leur propre extermination. C'est d'une gravité extraordinaire. 9 mandats d'arrêt sont émis contre des proches de Paul Kagame, dont James Kabarebe. Paul Kagame réagit et, fait rare, un pays africain rompt tout rapport diplomatique avec la France. La crise est à son comble. Il faut attendre 2009 et le successeur du juge Bruguière, le juge Marc Trévidic, qui contredit une majeure partie de l'enquête de son prédécesseur, pour que Kigali renoue ses rapports diplomatiques avec l'Hexagone. Sourire et protocole élyséen, Paul Kagame, président du Rwanda, refuse avec obstination de s'attarder sur la tumultueuse histoire franco-rwandaise. La visite est dénoncée ou boudée par d'anciens responsables de l'armée et de nombreux hommes politiques. L'entreprise de falsification de l'histoire, qui est régulièrement développée par le régime de Kigali, est à la fois mensongère et insultante pour la France. C'est la raison pour laquelle je me suis exprimé à ce sujet. Je ne vais pas revenir sur le fond. Ah ouais. On va y arriver. Non, il y a pas, tu sais, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rien, il n'y a rien. Nous avons gagné. Et nous n'en voulons à personne. De toute façon, tu sais, tu pouvais en vouloir à qui? À qui? Non. C'est un enchaînement de trucs. C'est un système de domination qui crée ces choses. Nous y sommes aussi pour beaucoup, les Rwandais. Évidemment, d'ailleurs, c'est la première chose, c'est nous sommes les premiers responsables de ça. Nous tous, tu vois. Nyarubouye, 22 ans après les massacres. L'excavation des corps témoigne de l'importance accordée à l'absence. Dernière trace visible d'un génocide qui a eu lieu une génération plus tôt. L'effet paradoxal du génocide, c'est que plus le temps passe, moins on oublie, et que seul le silence des collines rappelle l'absence assourdissante des morts.
Tenter de définir le Rwanda contemporain est un exercice périlleux, tant les paradoxes résistent aux conclusions hâtives. Les scores électoraux sans partage, avec lesquels Paul Kagame se fait réélire depuis son accession à la présidence en 2000, son autoritarisme dans la conduite des affaires de l'État, peu conforme aux standards occidentaux, ne contredisent pourtant pas une réelle popularité dont il bénéficie, garant d'une sécurité et d'une stabilité qui a longtemps fait défaut au pays. Gouffre criant de développement entre une Kigali reine de beauté et la pauvreté des collines, ne saurait dissimuler le fait que depuis 15 ans, la pauvreté a été réduite d'un tiers et que chaque enfant rwandais qui naît aujourd'hui a accès à la santé et à l'éducation. À ceux qui protestent qu'une minorité Tutsi impose son autorité sur une majorité Hutu, d'autres répliquent que le Rwanda prépare l'ère de l'après-ethnisme, où Hutu, Tutsi et Twa sont avant tout Rwandais et égaux devant la loi et dans la reconstruction de leur pays. Un équilibre fragile tant les démons de la division veillent. Le principal problème de sécurité pour le Rwanda, c'est l'idéologie génocidaire qui s'est répandue au-delà du Rwanda, dans la région et dans la communauté internationale. Tout ce qui s'oppose au Rwanda est défini par cette idéologie génocidaire. Cette idéologie reste donc une menace. C'est une guerre que nous devrons mener longtemps. Pour Kigali, l'ethnisme reste la ligne blanche ou rouge à ne pas franchir. Et ceux qui ne le comprennent pas, ou font semblant de ne pas le comprendre, en payent un lourd tribut. Victoire Ingabire, proche des milieux Hutus radicaux, a été condamnée à 15 ans de prison pour avoir ravivé la question ethnique face à Paul Kagame lors des précédentes élections présidentielles. Les ethnies, ça n'a rien à faire dans l'espace public. Il n'y a aucun débat démocratique qui accepte le racisme. Le racisme, c'est un délit. Ce n'est pas une opinion. Et on sait, nous, ce que ça nous a coûté. Et maintenant, les gens viennent de l'extérieur. Ils étaient ici, ils étaient soi-disant venus pour empêcher que ça se passe. Les premières machettes, ils foutent le camp, ils partent. Nous nous arrangeons pour ne pas devenir un État failli. Nous stoppons cette histoire-là. Nous faisons une réconciliation. Et après, on vient nous dire, ah non, non, il n'y a pas d'espace politique. Et cet espace politique auquel ils pensent, c'est, ils lui reprochent quoi? De ne pas contenir les mêmes trucs avec lesquels ils ont détruit notre pays. Quand le FPR prend le pouvoir, son premier effort, c'est de rétablir la discipline. Et les médias sont considérés, parfois à juste titre, comme des semeurs de troubles. Et donc, on les surveille de très près. ntabwo hano dushobora kuvuga ngo naka azavugira naka azavugira kimwe na naka komite uhagarariye komite y'ababyeyi naza azavuga mu nyungu z'ikigo ntabwo azajya ku ruhande rw'abaturage bafite abana biga mu ishuri ngewe wenda numva bafata nk'umuturage usanzwe ufite umwana yiga mu ishuri runaka aho kugira ngo bafate umuyobozi ushinzwe komite y'ababyeyi. 21 ans après, la marge de manœuvre pour les médias n'est pas énorme. Il n'y a pas que le régime ou le pouvoir qui contrôle les médias, il y a aussi le journaliste rwandais qui se rappelle de ce qui s'est passé, qui sait que les médias n'ont pas tué directement, mais ont encouragé des tueries, et qui s'autocensure au plus haut degré. Paul Kagame est un chef d'État aux méthodes singulières, qui donne à ses concitoyens l'impression de diriger son pays comme une entreprise qui n'a pas le droit à l'erreur. Pour les autorités actuelles, l'ascenseur social semble être le moyen d'assurer la paix pour les générations suivantes.
Paul Kagame continue de tenir le pays d'une main de fer et tranche seul. Le débat se fait dans un consensus discret. Le moment politique le plus visible reste le Mushikirano, dialogue national annuel où les citoyens font part 2 jours durant des progrès, de leurs attentes ou de leurs critiques sur la gouvernance. Les ministres, tous les corps de l'État et du privé sont présents. Sous l'arbitrage de Paul Kagame, certains y jouent parfois leur carrière. Nzi neza yuko kugeza ukwezi kwa 12 izo buruse zatanzwe ahubwo nuko ngira ngo bimwe byakozwe muri iyi minsi ya vuba nk'itatu ishize nizera ko ayo mafaranga yagombye arimo kugenda agera ku banyeshuri. N'ubu turacyasubira mu BRD aravuga ngo amafaranga namugeraho ubu n'ubwo ko hari ikibazo cyo kumugeraho deni bazagira batya ubu n'ubwo ko nabyo bitarakorwa turacyari ku kibazo kitarakemuka. Minisiteri y'uburezi dusobanurire hagati ya Minisiteri y'uburezi na Minisiteri ushinzwe y'imari hanyuma na BRD n'abari bo badusobanurira kuko nizi rimwe ntabwo ndasobanukirwa ukuntu ikibazo cyakemutse cyangwa kiriho gikemuka. Nta nubwo mutubwira ngo amafaranga yarabuze. Ikibazo dufite ni ukuyageza aho akwiriye kubagera. Ubu byananirana bite bikamara amezi angahe bikamara imyaka abantu bari aho biga ukuntu amafaranga azava aho ari akagera aho agomba kubageza. Byashoboka bite kigahora ari ikibazo. Turamutangira kugira Fin 2015, le référendum qui sollicite Paul Kagame pour un 3e mandat contre, paraît-il, l'avis du principal intéressé, lui vaut les foudres de la communauté internationale. Officiellement, 98,2% des Rwandais sollicitent de nouveau Paul Kagame. En réalité, le pouvoir à Kigali ne veut pas se permettre la moindre crise en interne qui l'affaiblirait. À un moment où le Burundi voisin s'embrase et revit l'enfer des massacres ethniques, et où le vaste Congo vacille et menace de chuter dans des violences civiles. Le Rwanda apparaît comme un fragile havre de stabilité, mais pour combien de temps ? Mr. President, my name is Kenneth Agutam, I write for the New Times. It's an honor to be here. To the Rwandans who voted overwhelmingly to remove constitutional term limits, what's your message to them? And to the critics abroad, what's your answer to them? Thank you very much. Like I was reading, I think, was it Time magazine or something, and had written that the majority of Rwandans have chosen a dictatorship. I think that is giving dictatorship a good name. Probably they are making that mistake without knowing that they are making a mistake. Because if a dictatorship means, one, the choice of people, two, if a dictatorship produces some of the things we had earlier that I repeated, it's about security, safety, stability, it's about women empowerment, it's about people living together where the past has been terrible and different. It's about progress being made, people can feed themselves, they have food security.
La question qui se pose aux Rwandais n'est pas seulement de penser l'après-Kagame, mais comment se projeter dans un avenir aux contours plus larges. Aux quatre coins du globe, Paul Kagame défend sa vision de l'Afrique, renouvelant ainsi l'idée du panafricanisme émergent un demi-siècle plus tôt, et dont les maîtres mots sont indépendance culturelle, politique et énergétique. À l'image de ces derniers samedis du mois, où les Rwandais participent à des travaux communautaires obligatoires, ciment d'une citoyenneté qui se construit patiemment par le travail. Si on regarde au plan mondial, l'Afrique a toujours la mauvaise part en toutes choses, au niveau politique, social, économique, etc. La question est pourquoi? Pour moi, le panafricanisme devrait se construire en n'acceptant pas, en rejetant ce sentiment de supériorité qui existe partout dans le monde. L'idée que certains peuples sont supérieurs aux autres et que l'Afrique est toujours en bas de cette hiérarchie. Le panafricanisme a beaucoup de sens pour moi. L'idée que nous soyons une entité unique et unifiée. Dans le monde tel qu'il est, avec le panafricanisme, l'Afrique serait mieux lotie, vu la manière dont elle a été maltraitée et gérée, tant de l'extérieur que de l'intérieur. De l'intérieur, c'est un problème que nous devons résoudre nous-mêmes, pour ensuite nous attaquer à cette mauvaise gestion depuis l'extérieur. Je ne trancherai pas les paradoxes qu'offre le Rwanda au regard de l'observateur étranger. Je ne suis pas celui qui a perdu sa famille un mois d'avril 1994, sommé de vivre à quelques mètres du bourreau des siens, sur l'autel d'une réconciliation aussi forcée qu'inévitable. Je ne suis pas celui qui a massacré son voisin, son élève, son ami, pour quelques vaches à manger ou par idéologie. Je ne suis pas celui qui a appelé au meurtre ou à la résistance. Je ne suis pas celui qui est mort sous le fer tranchant. Je ne suis pas le juste qui a refusé de porter la machette pour tuer, héros anonyme de l'histoire. Je ne suis pas le soldat Nkotani qui a risqué sa vie à 20 ans pour partir combattre en 1990. Je ne suis pas chef de l'État rwandais, garant d'une unité nationale qui a failli plus que nulle part ailleurs. Je suis celui qui, le temps d'un film, a pu poser son regard sur ce que le Rwanda a de profondément singulier, sépare à la fois indivisible et antagonique des êtres et des destinées. La résilience ne signifie pas qu'un corps est guéri, mais en voie de guérison.